Maintenant, pour parler des engrais de ferme, simplement un petit rappel. On parle toujours des engrais minéraux ou des engrais organiques, mais voilà déjà un petit chiffre. C'était à un moment donné, mon collègue Guillaume Bizalunga qui avait fait une espèce de modélisation sur les quantités de ce qui rentrait dans l'agriculture wallonne. Et puis avec les données qu'on avait eues sur les quantités produites dans les stabulations et tout, on s'est amusé à partir des données de notre collègue Guillaume Bizalunga de calculer ce qui était produit par les engrais de ferme et ce qui est apporté par les engrais minéraux. Alors vous avez en jaune ce qui est apporté par les engrais minéraux, ça c'est au niveau de la Wallonie. Alors on voit qu'au niveau des engrais minéraux par rapport à l'azote, ben, ça correspond grosso modo à ce qui apporte l'azote qui est produit par les engrais de ferme. Dans les engrais de ferme, il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est la partie maîtrisable, c'est le fumier, le lisier, et la partie non maîtrisable, ben, c'est les pissas, les gousas qui restent dehors. Et donc là, c'est clair qu'au niveau azote, la partie maîtrisable à laquelle on s'est joué, manipulé, géré, ça représente à peu près 40% de l'azote total à l'échelle de la Wallonie. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au niveau du phosphore et de la potasse, eh bien, les engrais de ferme, ça représente beaucoup plus que les engrais apportés sous forme minérale. Et même la partie maîtrisable représente déjà beaucoup plus que les engrais minéraux. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on parle des engrais de ferme, on est toujours, d'ailleurs, la plupart des discussions jusqu'à présent, on parlait de l'azote. Il ne faut jamais oublier que ça apporte aussi énormément de phosphore, de potasse et d'autres éléments. Donc c'est le premier élément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des engrais de ferme et pas des effluents d'élevage, appellation qui me fait toujours dresser le peu de cheveux qui me met sur la tête. Parce que, quelque part, ce sont de véritables engrais. Le phosphore qu'on apporte sous forme de fumier de lisier, ben, il a la même efficacité sur le long terme qu'un engrais dit minéral. Et la potasse, ben, la potasse, c'est les urines, donc rien n'est plus soluble que ça. Donc, en termes d'efficacité, il ne saurait pas y avoir de différence. Mais donc, ça, c'est pour bien relativiser, quand on parle des engrais de ferme, c'est la première chose qu'on a dans la plupart des exploitations. Alors l'autre chose, ben, simplement rappeler les grands types d'engrais de ferme qu'on a. Évidemment, on a les fumiers de bovins. Ça, je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez chez vous. Hein. Selon le type de stabulation, vous allez avoir des fumiers plus ou moins pailleux. Des fumiers mous, des fumiers pailleux. Si vous avez un fumier de raclage, ben, c'est clair que ce n'est pas le même usage qu'un fumier pailleux. On a après les lisiers de bovins, les lisiers de porc. Ben, ça aussi, on y reviendra. C'est des matières qui sont dites à action rapide, mais de nouveau... lorsqu'on veut les utiliser, je vous présenterai une dia après avec plein de matériel différents. C'est d'abord les techniques d'épandage et les moments d'épandage qui sont importants. Et puis se dire aussi que, parce qu'on vend parfois des tas d'additifs pour mettre dans les lisiers, mes collègues d'AgraHost, qui je travaille depuis des années et dont j'ai fait partie du personnel pendant quelques années, travaillent énormément sur les lisiers. Ils sont installés dans la région des cantons d'Est parce que là, ben, climatiquement, la paille ne tient pas le coup puisqu'il y a sur Elsenborn, on a vu sur la carte de Nassienne que Nassien a présenté, ben, je crois que c'est 152 jours, il y a du gel sur l'année. Et il gèle parfois au moment où les céréales sont en floraison, donc les céréales ne poussent pas là-bas. Donc ils sont obligés d'avoir des systèmes lisiers. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font comme essai? Ben, le meilleur additif simplement pour le lisier, c'est que le lisier, il faut qu'il soit suffisamment liquide pour pouvoir être épandu et agir efficacement. Un lisier qui a plus de 10% de matière sèche, ça se rencontre, ben, ça colle pas bien à la végétation, ça reste en surface. Et donc, l'idéal pour un lisier, pas du taux de matière sèche, c'est qu'il est un peu en dessous de 10%. Ça ne sert à rien d'avoir des lisiers trop dilués, ben, un lisier qui serait trop épais, ça ne sert à rien de vouloir ajouter 36 préparations vendues dans le commerce. Le plus simple et le meilleur additif, simplement, c'est l'eau. Voilà ce qui ressort des essais de mes collègues. Et puis, je reviendrai sur les techniques d'épandage après. Les fumiers de cheval, ben vous savez que les fumiers de cheval, c'est souvent une activité de loisir, donc on a souvent des fumiers de cheval qui sont très pailleux, beaucoup trop pailleux. Alors une technique, ben, simplement pour rajouter de l'azote là-dedans, pour que ce soit éviter les problèmes d'azote, c'est ce que font certains agriculteurs, c'est de prendre la composteuse, à côté de ça, un tube de lisier, on glisse un tube qui passe au-dessus du moulin, et on rajoute du lisier plusieurs fois dans le fumier de cheval. Comme ça, on arrive à une matière qui est tout à fait équilibrée au niveau rapport carbone-azote et qui composte très bien. Il y a des agriculteurs dans la région ici qui le font. Ils le font aussi par ailleurs avec des composts de déchets verts qui ne sont pas assez mûrs, qui sont parfois trop riches en matière carbonée. Donc ça, c'est aussi une solution. Fumier de bovin, il y en a beaucoup moins. Fumier de poulet, alors là, il faut dire une chose. Fumier de poulet sur litière, d'expérience
on a des fumiers qui sont très riches, et puis parfois on en trouve, et que ce soit en bio ou en conventionnel aussi, parce que dans les fumiers bio par exemple, on a eu des fumiers qui faisaient 22, 25, 26 unités d'azote à la tonne, et par ailleurs on a toute une série d'autres là où on était à 13. Donc là je ne sais que vous donner un conseil pour ces matières-là, c'est prenez un bon échantillon, faites prendre un bon échantillon si vous ne savez pas, prenez un bon échantillon et faites faire une analyse, parce que entre un fumier de poulet à 12 et un fumier de poulet à 26, 27 kilos d'azote à l'hectare, ça fait une énorme différence. Donc là, pour ces matières-là, une bonne analyse. D'ailleurs, pour un lisier aussi, hein, là pour le lisier, il y a même un avantage, qu'il y a des kits de dosage rapide que les Français appellent du Kant fixe ou les Allemands du Stickstoffpilot. C'est basé sur le principe de la cocotte minute, donc on prend du lisier, on le met dans un récipient qui ressemble à une cocotte minute, et on rajoute une poudre solide qui correspond à l'eau de Javel, et alors il y a un dégagement d'ammoniac, et ça fait bouger un manomètre qui indique alors la teneur. Bon, ça ne vaut pas la précision d'une analyse d'un laboratoire, mais l'avantage c'est qu'on a un résultat d'analyse en quelques minutes, quoi. Je veux dire, si il faut épandre, c'est un kit qui fonctionne avec une précision suffisante. Parce que je vous disais, le grand problème de l'analyse, c'est que vous avez votre poste à lisier, vous envoyez l'échantillon au laboratoire et vous le ramassez plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Et oui, l'épandage va terminer tant que l'autre. On a déjà pratiqué ça à l'époque où j'avais des essais ici à la région, sur les terres à Mauvrais, que là on a la réponse en même pas 20 minutes, quoi. Donc c'est un kit rapide. Alors les engrais organiques du commerce, ça c'est fort utilisé aussi en bio, mais c'est très cher. Donc ce sont essentiellement des farines de sang, des poudres de corps, enfin des tas de choses comme ça. Et là-dessus, on a essayé occupé à développer aussi des tests plus poussés que le C sur N, parce que simplement le C sur N est un paramètre qui, s'il est intéressant en première approche, il ne faut jamais oublier qu'un humus qui se décompose dans nos régions avec un taux de minéralisation de 2% par an, il a un C sur N équivalent en Suède d'une fiente de poule. Donc là, c'est basé sur une méthode de fractionnement, on sépare les différentes, un peu qu'on fait penser de fourrage en fait, c'est basé sur l'analyse de Van Soest, qui permet de séparer cellulose, sucre soluble, et hémicellulose et lignine. Et donc là, on essaie de développer justement une analyse pour mieux caractériser ces produits, ça fait partie de notre plan de travail justement, parce que vu le prix qu'ils ont, ça vaut qu'ils aient une efficacité constante. Le problème qu'on rencontre, c'est que les prix des composants de ces engrais varient fortement, et donc la tentation des fabricants, c'est de changer les proportions des produits, puisque à composition carbone-azote équivalent, voilà, leur prix revient très différent. En France, ils ont introduit un nouveau paramètre qui est l'indice de stabilité des matières organiques, et donc on essaie de l'introduire tout doucement en Belgique, qui fait que je siège au comité fédéral engrais, et avec mes collègues flamands dits l'équivalent du CERA en Flandre, et avec l'appui de structures, notamment les gens de la Socopro au niveau bio, on essaie de faire passer ça pour que ce soit développé, pour avoir de meilleurs outils. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ces engrais organiques, ils sont efficaces, mais ils sont très très onéreux. Ça coûte par exemple jusqu'à 5, 6, voire plus euros l'unité d'azote. Ça fait cher. Alors une chose aussi, c'est que l'engrais, qu'il soit organique ou minéral, il ne vient jamais qu'après tous les antécédents, le passé. Et c'est ça que vous avez vu, la courbe de la scène nous a montré, à partir de ce qu'apporte le sol. Après, ça rajoute les effets des fumiers, des lisiers, les arrière-effets. Et c'est clair qu'il faut tenir compte de tout ça. Et alors, à ce niveau-là, je vais vous montrer, et je propose qu'on entame la discussion à partir de ce niveau-là. Ça, c'est le résultat d'essai dans une rotation qui était donc sur une terre ici, plus loin de l'agriculteur de votre groupe. C'est chez Jean-Marie Berg. Donc, on avait apporté des doses de fumier mou, fumier pailleux, de fumier composté, du lisier, à droite, comme référence, une formule minérale calculée avec les logiciels français, mais le même type d'outils que utilisent les laboratoires provinciaux pour calculer l'azote optimal. Et donc on avait fait des apports pour 2 ans. Alors là, les chiffres 80, 120, 155, c'est les chiffres ramenés sur base annuelle. On a fait des apports doubles parce que c'était sur base de 2 ans. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, quand on applique des doses
aux environs de 80 unités d'azote hectare. Alors, ce qui est à gauche, c'est ce qu'on appelle le coefficient par an d'utilisation. Le coefficient par an d'utilisation, c'est une notion qui est l'azote dans la plante, moins l'azote qui est dans le témoin, sur la quantité d'azote épandue. Donc c'est une espèce de coefficient d'efficacité. Et on se rend compte que, alors il faut préciser des choses importantes. Quand on applique des fumiers ou des lisiers dans les meilleures conditions, ici c'est des apports de printemps, avec du matériel d'épandage qui est performant, qui apporte de manière régulière, eh bien on arrive à des conditions qui sont très élevées, qui sont plus élevées que ceux que vous allez trouver par exemple dans la réglette du travail ou dans d'autres documents, parce que là c'est des chiffres, j'allais dire, de la moyenne classique. Mais en performant, en améliorant et en jouant sur les qualités d'épandage, on peut, et aussi sur les dates aussi, parce que c'est clair que des apports de printemps, par exemple, ont des effets beaucoup plus rapides et importants que des apports d'automne. L'idée, c'est que, si je prends le cas des matières qui sont rapides, il faut que l'apport qui corresponde, ça on le voit aussi par rapport au cours qu'a présenté Donatienne, la quantité qu'on apporte qui est disponible, il faut qu'elle corresponde à un besoin de la plante. Ça ne sert à rien d'apporter trop tôt. Si vous mettez un maïs, apportez du lisier bien avant au 1er mars, même si c'est autorisé, le maïs il ne va pas commencer à prélever de l'azote, il est semé plus tard, et puis sa courbe de croissance, elle se situe plus tard. Donc il faut que l'azote soit disponible au moment où la plante en a besoin, et alors elle le valorise évidemment très bien. Et donc dans ces conditions-là, on se rend compte que, si vous regardez ici, vous le lisiez par exemple, on a des coefficients d'efficacité, si je compare à l'engrais minéral calculé, des outils plus sophistiqués, calcul de fumure, on arrive quand même à des efficacités importantes. Et même pour des matières dites à action lente, comme les fumiers compostés, les fumiers pailleux, les fumiers mous, on arrive à des valorisations importantes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a ici 3 cultures qui ont des périodes d'absorption qui sont relativement... Donc sur la rotation, on n'a qu'une fois des céréales. Les céréales ne sont pas les plantes qui valorisent le mieux l'azote qu'on apporte directement. Mais par contre, du maïs, toutes les plantes qui ont des cycles de végétation qui se prolongent tard, eh bien, l'activité biologique elle est très proportionnelle à la température du sol. Eh bien, forcément, toutes les plantes qui poussent tardivement, elles valorisent très bien. Donc là aussi, on doit raisonner nos apports. Maintenant, ce qui est important, c'est que on voit bien que... Alors, une chose importante aussi. Donc, on a mis des quantités supérieures à la législation, mais c'est le but des essais aussi de voir si c'est intéressant ou pas et quelles sont les conséquences. Quand on a mis des quantités de l'ordre de 60 tonnes de fumier, eh bien, on croyait que naïvement, on disait, mais puisqu'on apporte beaucoup, ça va encore faire beaucoup d'arrière-effets. Eh bien, pas du tout. Donc l'arrière-effet, il est incorporé dans le stock stable de matière organique, il va jouer sur 50 ans, mais on n'a pas, en mettant plus de fumier, un gros arrière-effet. Donc cet arrière-effet, il est dilué dans les très nombreuses années qui suivent. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux répartir la matière organique, le mettre sur des cultures qui les valorisent bien. Ça, c'est clair que toutes les cultures qui ont des cycles longs, eh bien, elles profitent bien des matières organiques à action lente. Ça ne sert à rien de mettre du fumier composté avant une céréale. Au contraire, la céréale va mieux profiter de l'arrière-effet du fumier composté qui a été apporté l'année précédente que le fumier qui sera composté ou qui sera apporté l'année même. Par contre, évidemment, si vous demandez pourquoi composter, vous savez bien, j'ai travaillé là-dessus depuis très longtemps et que j'ai dans ma mallette, mais on a encore fait la brochure sur l'intérêt du compostage, mais c'est clair qu'un fumier composté a de nombreux avantages. Vous avez l'assainissement, destruction des germes pathogènes, des graines adventices. Le meilleur moyen de ne pas avoir de graines dans un champ, c'est de ne pas en apporter. Quand vous apportez du fumier frais, c'est clair, vous apportez aussi des graines de mauvaises herbes. Si vous compostez, vous avez une élimination d'une grande partie de ces graines. Et ça, aussi bien au centre d'État qu'en périphérie. Donc ça, c'est des essais qui ont été menés à l'époque, il y a plus de 20 ans, quand j'étais encore jeune, mais on avait mis des graines d'adventices aussi bien au centre qu'aux périphéries du tas. Et les discussions étaient totales. Donc il n'y a pas que la température qui joue. On a aussi une matière beaucoup plus homogène à épandre. C'est clair que quand vous voulez épandre un fumier, un fumier composté, c'est quelque chose de grumeleux. Vous pouvez l'épandre facilement, avec du matériel qui fonctionne parfois à grande largeur. Vous pouvez l'épandre à moindre coût. Alors évidemment, il y a aussi une réduction de volume, parce que quelque part, il y a un dégagement de beaucoup de vapeur d'eau et un peu de CO2. Et donc forcément, vous avez moins de volume. Et donc le coût du compostage est compensé par les coûts de répartition, d'épandage. Ça, mes collègues de ce qui était l'enseignement le génie rural, aujourd'hui unité machinisme agricole au CRA, calculent ça régulièrement.
le coût du compostage il est largement compensé par les coûts d'épandage. Ça, si vous venez dans 3 semaines au salon d'autonomie fourragère, Gaëtan Dubois sera là et c'est lui et son unité qui font ces calculs-là, donc il détaillera ça, mais donc c'est clair que ça joue aussi. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, parce qu'on a parfois l'influence aussi des brochures qui viennent de la France, où les composts, les gens qui compostent ont tendance à faire des composts plus longs. Quand on composte, nous autres, ce que je veux dire, les gens qui travaillent sur le compostage, je pense à Pierre Luxan, Dagrost et nous autres, on travaille sur des composts qui sont des composts que les Français appellent jeunes. Parce que si vous avez un compost qui a 3 semaines, qui a 1 mois, il est utilisable et il est suffisamment... On a tous les avantages du compostage, au niveau assainissement, homogénéisation et tout ça. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a encore du carbone qui est fermentescible, qui est dégradable et qui va stimuler la microflore du sol. Si vous avez, par exemple, un vieux compost, mais déjà quand le compost, comme tous les fumiers qui traînent en bord de champ pendant longtemps, le premier élément que vous allez perdre, c'est la potasse. La potasse, dès qu'il peut, vous en perdez. Donc, quand un fumier est composté, il y a une croûte qui se forme en surface et il y a une partie de l'eau qui n'y rentre pas. Mais plus vous laissez traîner des fumiers, qu'ils soient compostés ou non, plus vous allez risquer de perdre la potasse. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est que quelque part, c'est que je dis qu'il ne faut jamais confondre compostage et stockage. Une matière, on a intérêt à la porter, et quand on la porte, évidemment, elle agit directement. Un gros autre avantage, pour ceux qui ont des prairies, vous savez tous que du fumier frais sur une prairie, déjà, ça va notamment par l'apport d'adventices et par les vides que ça crée, parce que c'est quand même encore avec pas mal de résidus au niveau de la paille, ça va faire des vides dans lesquels vous aurez des adventices. Vous avez une dégradation de la flore, et puis vous avez des refus d'appétence. Donc ça aussi. Et puis je m'en voudrais de ne pas citer le travail qu'a fait mon collègue il y a très longtemps, mais qui est retraité aussi depuis pas mal d'années, Pierre Limbourg, qui travaillait à la station de Haute-Belgique au CERA, qui a fait des bilans d'humus entre fumier apporté et fumier composté. Il avait plus de carbone stable apporté en bilan final avec du fumier composté, en augmentant le taux de carbone dans les prairies ou même des terres cultivées avec des composts. Donc quand on fait un bilan global, alors évidemment tous les fumiers ne sont pas compostables et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Si on a un fumier mou, la meilleure chose pour un fumier mou, c'est le mettre au printemps avant un maïs, parce qu'il va bien le valoriser. Ça ne sert à rien de vouloir composter des choses qui ne sont pas compostables. Là, vous allez avoir des ennuis. Donc voilà en quelques mots. Alors pour les techniques d'épandage, vous avez ici, c'est trop petit. Ce qui est intéressant, c'est en dessous, pour le lisier. Au-dessus, vous avez des épandeurs à plateau ou des épandeurs à électrico. Le livret sur le compostage qui est disponible, mais qui n'est plus réditable sous format papier, vous trouvez sur le site de la région Wallonne. Alors, on a fait un livret sur le lisier, mais qui, pour des raisons financières, n'a pas pu être imprimé, mais qui est disponible sur le site d'AgraHost. Donc, c'est un livret qui est un gros livret sur le type de stabilisation qui produit du lisier, comment le stocker, le traiter, l'aérer, tout sur les pertes et la volatilisation. Tout ça se trouve dans un livret qui est téléchargeable sur le site d'AgraHost. Et puis, pour le lisier, ce qui est intéressant, c'est ce système à patin qu'on voit ici en dessous. On s'est amusé à calculer avec Pierre Luxan le coût des systèmes par rapport aux gains qu'on pourrait avoir à l'épandage. Et rien qu'avec si on prend un système, je veux dire, bon rapport qualité-prix style Blomek, c'est hollandais, mais c'est des patins, il y a moins cher et il y a plus cher. Mais disons que si on prend par exemple du Josquin, Josquin il faut beaucoup de... c'est plus cher, mais c'est quelqu'un qui fait l'entreprise, ça se justifie beaucoup plus que pour un agriculteur, j'allais dire, commun. Et rien qu'avec les pertes d'épandage d'ammoniac qu'on évite, le système peut être rentabilisé sur une année, voire une année et demie. Donc ça, il faut se dire, on a à ce moment-là un épandage, vous voyez ici, vous avez des lignes de lisier régulières. Alors là, c'est l'avantage, c'est que le lisier est épandu de manière homogène sur toute la surface. Il profite de la même manière à toute la surface, à toute la culture. Sinon, quand vous épandez avec les anciens systèmes, vous avez des parties où il y a beaucoup de lisier, des parties où il n'y en a pas du tout. Et puis pour les cultures qui viennent, mais c'est très hétérogène aussi. En plus, il n'y a pas d'odeur. C'est tellement peu odorant que j'ai déjà été voir faire des essais comme ça, avec un autre système, avec un système de gouttière que certains connaissent sous le nom de Tobraca. Et je suis revenu après ça. J'ai été manger à la cuisine, enfin la cantine de la cuisine chez nous. Personne ne s'est plaint, j'ai pas dû me changer. Pour vous dire que ça ne sentait pas. Donc, si j'aurais pris un autre système, je serais rentré à la cuisine, les gens m'auraient houspillé, me mettre mis dehors. Là, je ne sentais même pas le lisier en rentrant dans la cuisine. Et donc, ça, c'était important parce que l'odeur qu'il y a, c'est la volatilisation. Hein.
Donc ne pas épandre partant en bas. Aujourd'hui, épandre du lisier, c'est criminel parce que tout serait évaporé avant. Tous les systèmes qui font des grosses... Enfin, le système, j'allais dire, classique, avec le déflecteur vers le haut, il a tous les inconvénients. Il fait des petites gouttes et les projette en l'air. Tandis que quand vous avez d'autres systèmes qui fonctionnent, ils font des grosses gouttes, ou ici, ils font vraiment des coulées très fines. Et alors là, évidemment, il n'y a pas de dispersion dans l'air, donc vous n'avez pas cette volatilisation. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, je répète, l'autre chose, c'est épandre le plus près possible des besoins de la culture quand on met du lisier. Je sais qu'en France, certains font des tuyaux traînés, même en maïs, donc ils épandent avec des tuyaux traînés quand le maïs est encore relativement bas, mais en cours de croissance, ils vont jusqu'à mettre du lisier. Maintenant, si on a un système où on peut épandre régulièrement juste avant, tout ça fait que tout ce qui ne va pas dans l'air, il va dans le sol, et ce qui va dans le sol va dans la plante quand c'est bien épandu. Par contre, ce qu'il faut faire très attention, et c'est vrai aussi quand on épand des fumiers, c'est de nouveau bien incorporé, parce que quand on épand des épandages de fumier non compostés, on a parfois de gros amas. Et dès qu'on a des conditions d'anaérobiose, on a de la dénitrification. La dénitrification, ça ne sent pas, mais ça fait de l'N2O, c'est des gaz à effet de serre, c'est criminel pour l'atmosphère, ça ne sent pas, mais c'est quand même de l'azote qui est perdu. Et parfois, ce qu'on a, et ça c'est pas sur les engrais de ferme, mais c'est sur des couverts végétaux, dans un essai, sur le seul essai en agroforesterie, il y avait des couverts de trèfle blanc nain, de mes collègues Laurent Jamard et Alain Rondiac qui ont travaillé là-bas. Eh bien, on a eu, ça sentait de l'ammoniac. Donc non seulement il y a eu de la dénitrification, mais il y a aussi de la modification, ça schlinguait. Et puis on l'a incorporé, et après évidemment on fait des profils pour voir s'il y a une perte, mais donc là aussi, la matière organique, il faut veiller à l'utiliser correctement.